Nous parlons d'art dans Smart Patrimoine avec Sybille Aoujane, évidemment, comme tous les jeudis. Bonjour Sybille. Bonjour Eva. Ça va? Oui, très bien. Alors, vous allez nous parler aujourd'hui de la vente de la collection d'Alain Delon. Oui, donc ce sont des bons résultats, de beaux résultats pour la vente de la collection Alain Delon. Ceux-ci atteignent 8 millions d'euros, le double de l'estimation basse prévue par la maison de vente aux enchères. La vente a eu lieu le 22 juin dernier, c'était à Paris, par la maison de vente Bonhams Cornette de Saint-Cyr. Alors, donnez-nous un peu plus de détails sur cette vente. Alors, 83 lots ont été mis en vente, 82 ont trouvé preneur, et on retiendra surtout en premier lot, en premier résultat des ventes, la baie de Sainte-Adresse, réalisée par Raoul Dufy, qui a été vendue pour plus de 1 million d'euros, et juste en dessous, le cheval attaché à un piquet d'Eugène Delacroix, qui a réalisé plus de 700 000 euros. L'art animalier est très apprécié d'Alain Delon, et donc ça a été illustré lors de cette vente par la vente de 3 bronzes de Rembrandt Bugatti: Lionne couché bâillant, panthère grognant et feulant, et lion couché dévorant. Ce sont 3 bronzes qui ont trouvé preneur pour à peu près 500 000 euros. Et puis 2 œuvres signées Jean-François Millet qui ont atteint de beaux prix: une huile sur toile paysanne au repos pour 240 000 euros, et La laitière normande, un dessin au fusain pour 200 000 euros. Et enfin, Gênes les Apennins, une huile sur toile de Camille Corot qui a trouvé preneur pour plus de 200 000 euros. On reste dans des beaux résultats, Sybille, puisque vous allez nous parler d'une vente de Klimt qui a atteint tous les records. Oui, c'est le tableau d'un des plus célèbres peintres autrichiens, Gustav Klimt, La Dame à l'éventail, qui a été adjugée pour 74 millions de livres, donc plus de 86 millions d'euros. La vente a eu lieu le 27 juin dernier à Londres par la maison de vente aux enchères Sotheby's. La Dame à l'éventail est intéressante, c'est un des derniers portraits de Gustav Klimt qu'il a réalisé juste avant sa mort prématurée, alors qu'il était à son apogée artistique. Et ce qui est intéressant, c'est que l'œuvre n'est pas une commande comme de nombreux tableaux de Gustav Klimt. On retrouve donc plus de spontanéité, plus de recherche artistique dans le tableau. Celui-ci a été acquis donc juste après sa mort par un industriel viennois, Erwin Böhler, et la dernière vente en date remonte à 1994. Elle est donc restée chez les anciens propriétaires depuis. Et plus récemment, l'œuvre a fait l'objet d'une importante exposition au Belvédère de Vienne. La Dame à l'éventail détrône aujourd'hui le précédent record européen de vente. C'était en 2010, une sculpture d'Alberto Giacometti qui a été vendue par Sotheby's encore, Homme qui marche 1, pour 65 millions de livres. Enfin, Sybille, le Louvre a préempté une œuvre du XVIIe siècle. Oui, c'est une rare sculpture en terre cuite de l'artiste français du XVIIe siècle, François Anguier. Elle a été préemptée par le Louvre. L'œuvre s'est vendue 2,6 millions d'euros avec frais le 18 juin dernier, organisée par la maison Osna à Versailles. Selon le catalogue, l'artiste est considéré comme le meilleur sculpteur de monuments funéraires à Paris dans les années 1640-1660. L'œuvre, en fait, est une maquette qui a été réalisée par l'artiste afin de la présenter à son commanditaire. Le commanditaire est un certain Jacques de Souvray, commandeur de l'ordre de Malte notamment, qui a fait la commande de cette œuvre pour son monument funéraire de son vivant. L'expert en charge de la vente, Alexandre Lacroix, explique que les sculptures en terre cuite de cette époque sont très rares sur le marché, et la sculpture finale en marbre, elle, est déjà au Louvre. On va aller faire un petit tour au musée du Louvre. Merci beaucoup, Sybille. C'est l'heure de l'interview. Votre invitée, je le disais ce jeudi, c'est Anne Cornillot, responsable de l'Observatoire de la philanthropie à la Fondation de France. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Patrimoine. Merci beaucoup d'être avec nous. Je crois que la 6e édition de votre étude sur les fondations incite à l'optimisme. La philanthropie s'accélère. Voilà, comment vous expliquez la dynamique grandissante plutôt du secteur ? Oui, effectivement. Alors, c'est la 6e édition qu'on réalise depuis 20 ans sur les fondations et les fonds de dotation en France. Il faut savoir que c'est un dynamisme qu'on observe depuis plusieurs éditions et qui continue. Aujourd'hui, c'est plus de 5300 fondations et fonds de dotation qui agissent pour l'intérêt général. Et on voit que c'est aussi un poids économique croissant avec 40 milliards d'actifs, 15 milliards d'euros aussi de dépenses par les fondations et les fonds de dotation. C'est plus 8% de croissance par an depuis la dernière édition, donc en 2018. Donc effectivement, on voit bien que ce secteur est très dynamique. Et c'est aussi parce que depuis 30 ans, on a des dispositifs juridiques qui ont été mis en place avec aujourd'hui 8 statuts qui permettent finalement aux différentes
façons et aux différentes personnes qui ont envie d'agir pour l'intérêt général à travers une fondation ou un fonds de dotation, de pouvoir concrétiser ces actions et ces envies d'agir pour l'intérêt général. Une question du coup, justement, vous avez parlé de 8 façons. Quelles sont ces différentes façons de faire du mécénat? Ça inclut les fondations et les fonds de dotation? C'est ça, on a 8 statuts juridiques possibles en France aujourd'hui, allant de la fondation reconnue d'utilité publique, qui est le statut le plus ancien. Par exemple, la Fondation de France est une fondation reconnue d'utilité publique. On a aussi ensuite des fondations abritées par, le plus souvent, une fondation reconnue d'utilité publique. Donc, ça va permettre à des particuliers, des entreprises d'abriter leur fondation au sein d'une FRUP, donc Fondation reconnue d'utilité publique, qui va, elle, pouvoir mettre à disposition ses compétences juridiques, administratives pour que les actions d'intérêt général puissent être mises en œuvre. On a les fondations d'entreprise et on a des fondations aussi dédiées plutôt au monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et enfin, le statut le plus récent, qui est celui du fonds de dotation, qui permet, dès une dotation de 15 000 euros, d'avoir des actions d'intérêt général, encore une fois, dans tous les domaines de l'intérêt général. Et dans la manière de faire de la philanthropie, c'est vraiment la fondation qui est la structure la plus privilégiée? Alors, on a à la fois les fondations, après il reste la philanthropie, on va dire, des particuliers qui vont donner directement, des donateurs et des donatrices qui vont pouvoir donner à des associations directement, ou encore une fois aux entreprises qui vont faire ce qu'on appelle du mécénat direct. Mais certaines entreprises vont choisir le véhicule fondation pour structurer leur engagement envers l'intérêt général. Cette tendance à la hausse, elle est pour les entreprises, je rebondis sur ce que vous dites, pour les entreprises et pour les particuliers, là, vous l'avez constaté des deux côtés? On a une tendance générale, effectivement, à la hausse, à la croissance des fondations, que ce soit des fondations créées par des particuliers ou des entreprises. En revanche, on voit depuis 5 ans surtout, même 10 ans, on voit une progression du nombre d'entreprises qui créent leur structure fondation, fonds de dotation. Donc il y a vraiment un engagement de plus en plus fort des entreprises, notamment on le voit depuis la crise sanitaire et sociale de Covid. Mais justement, vous précisez aussi que 52% des structures philanthropiques ont été créées par des particuliers. Comment expliquer cet engouement de plus en plus croissant de la part des individus? Les fondations ont toujours été avant tout créées par des particuliers, parfois en association avec des entreprises ou d'autres types d'organisations. Mais les particuliers ont toujours été le premier profil de fondateurs. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est vraiment que les entreprises sont aussi de plus en plus présentes sans que les particuliers aient reculé dans leur engagement à travers la création de fondations. Alors, on parle pourtant de perte de pouvoir d'achat des particuliers. Ils sont toujours généreux. Tout à fait, exactement. Comme vous le disiez, il y a vraiment cet optimisme qu'on peut avoir puisqu'on a toujours des particuliers très mobilisés. Quand on va parler de particuliers, en fait, c'est des personnes qui vont avoir un patrimoine assez conséquent et qui vont vouloir le diriger via une fondation vers des différentes œuvres de charité, par exemple. Tout à fait. Alors, actions. Tout à fait. Selon le statut juridique choisi, ça va être un patrimoine plus ou moins important. Ensuite, il y a des particuliers qui choisissent de se mettre collectivement ensemble. Ça peut être des familles, mais ça peut être aussi des amis, qui s'associent pour avoir un patrimoine plus conséquent et ensuite pouvoir créer une fondation, un fonds de dotation, encore une fois, pour servir une cause ou plusieurs causes d'intérêt général. Et justement, par rapport à ces causes, là, on remarque que la plupart de ces causes soutiennent des actions sociales, à différence de la culture. Est-ce que ça, c'est différent depuis ces 20 ans ou ça a toujours été le cas? L'action sociale a toujours été le premier domaine d'intervention des fondations et des fonds de dotation. Toutefois, on voit avec l'arrivée des fonds de dotation notamment que les arts et la culture sont très présents, puisqu'aujourd'hui c'est le deuxième domaine d'activité des fondations et des fonds de dotation. Mais ça peut prendre différentes formes. C'est-à-dire qu'on a les fondations ou les fonds de dotation qui vont gérer un lieu d'exposition. Typiquement, la Fondation Quartier pour l'art contemporain. On peut penser au musée Mayol, qui est géré aussi par une fondation. Il y a aussi la question de l'accès à la culture. Par exemple, on a la Fondation de la Philharmonie de Paris, qui est abritée à la Fondation de France et qui récemment, a soutenu depuis plusieurs années et a permis le lancement très récent du nouveau lieu
philharmonie pour les enfants, qui permet aux plus jeunes de découvrir la musique à travers différents parcours autour du son et d'installations autour du son. Donc il y a vraiment différents types d'actions envers les arts et la culture qui sont mises en œuvre par les fondations et les fonds de dotation. Et j'imagine qu'on peut aussi tout à fait les croiser avec des engagements sociaux. Parce que culture et social, ça peut aussi s'entraider. Tout à fait. Dans l'exemple que j'ai donné, c'était finalement aussi de l'action sociale, ou en tout cas donner l'accès aux plus jeunes, mais c'est parfois aussi aux plus modestes, à des activités culturelles, des lieux d'exposition auxquels ils n'auraient pas forcément accès, ou à de la pratique musicale. Voilà, donc c'est vraiment effectivement aussi ce croisement possible des causes, et notamment avec les arts et la culture. À la fin de votre étude, vous disiez que c'était pour la première fois que vous aviez un volet qualitatif, vous l'appelez comme ça. Est-ce que vous remarquez qu'il y a un meilleur suivi de vraiment l'impact que vont avoir les actions philanthropiques ? Alors oui, on a pu mener un certain nombre d'entretiens avec des fondations et des fonds de dotation pour comprendre aussi comment ils mènent leurs actions. Et effectivement, beaucoup de fondations suivent, plutôt que évaluer l'impact ou mesurer l'impact, elles vont suivre les projets qu'elles accompagnent ou qu'elles mènent, à la fois avec des critères quantitatifs, mais aussi des critères qualitatifs pour vraiment suivre le projet dans sa durée et aussi pouvoir s'adapter en fonction de l'évolution de ces projets. Donc il y a effectivement beaucoup de fondations qui veulent suivre les progrès de leurs actions. En critères qualitatifs, qu'est-ce qu'ils vont mettre en place, par exemple ? C'est, par exemple, considérer quel est le bien-être des personnes après qu'une action ait été réalisée. Donc, demander aux personnes pour qui a été mise en œuvre une action, comment elles ont pu recevoir cette action après qu'elle ait été réalisée. Il y a différentes manières, effectivement, de suivre qualitativement sans uniquement comptabiliser le nombre de personnes, par exemple, qui ont été touchées par une action, qu'elle soit d'action sociale, d'art, de culture, etc. Et pour mesurer l'impact d'une action, ce serait, vous parlez justement de comptabiliser le nombre de personnes touchées, c'est ça qui est mesuré en premier, ou il y a quand même quelque chose de plus large ? Il y a une très grande diversité de façons d'évaluer, de suivre. Là, dans l'étude elle-même, on ne demande pas quels sont les types de mesures. C'est simplement qu'il y a une palette extrêmement large de suivi des actions, notamment parce que ça dépend du type d'action qu'on a fait au départ. On n'a pas de méthode toute faite pour l'ensemble des actions. Il faut s'adapter aussi aux actions qu'on veut mener. Et donc, on va adapter en fonction, si on veut compter le nombre de bénéficiaires directs, ou au contraire, c'est plutôt justement pas tant le nombre, mais la qualité finalement du projet et de l'effet que ça peut avoir sur les personnes concernées par ce projet au final. Et dans l'étude, il y a aussi, vous constatez qu'il y a des actions de plus en plus fortes réalisées de manière locale, territoriale. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Il y a effectivement cet engagement de plus en plus important des fondations et des fonds de dotation à niveau local, aussi par la montée des entreprises locales et par aussi des collectifs de plus en plus nombreux pour agir à un niveau local, puisque aussi on l'a vu au niveau de la crise sanitaire, c'est très important d'avoir des actions d'intérêt général directement sur les territoires. Et il y a cette prise de conscience et cette action de plus en plus forte que l'on constate par les fondations à un niveau, pas seulement, il y a le niveau départemental, régional, mais aussi niveau du quartier, de la ville, pour avoir un changement vraiment très direct sur les habitants et les habitantes de ces villes et de ces territoires. Vous pensez que ce serait comme ça, l'avenir de la philanthropie, ce serait une action beaucoup plus précise sur un territoire plus ciblé ? Alors, je ne peux pas prédire l'avenir, mais je vois bien que c'est une tendance des fondations et des fonds de dotation que d'agir, encore une fois, à un niveau local et dans l'action collective aussi. Parce que, seul, on va plus loin, mais à plusieurs... seul, on va plus vite, et à plusieurs, on va plus loin. Est-ce que dans votre étude, vous les avez interrogés sur les motivations, ces créateurs de fondations, qu'est-ce qui les motive aujourd'hui ? Je ne sais pas, parce que vous disiez tout un tas d'aides, il y a peut-être des contraintes aussi, des difficultés à créer une fondation aujourd'hui en France. Voilà, quelles sont leurs motivations ? Est-ce que vous leur avez posé la question ? Les motivations, c'est la première motivation, quel que soit le profil de fondateur, c'est vraiment de vouloir défendre une cause ou un engagement, il y a un engagement spécifique. C'est vraiment ça qui les anime. Il y a une cause et ils veulent pouvoir contribuer finalement à cette cause et à solutionner les problèmes quand il y en a.
Et par ailleurs, il y a, selon que c'est un particulier, des familles, cette question de rendre à la société ce qu'on a pu recevoir. Il y a aussi des questions de tradition familiale. Du côté des entreprises, ça va être aussi de structurer, rendre visible un engagement qui est souvent déjà préexistant, par exemple par du mécénat dit direct. Donc ça va être aussi rendre à la société aussi pour les entreprises. Donc ça dépend aussi du profil des fondateurs, mais il y a ces différentes dimensions qui vont rentrer dans la motivation pour créer une fondation. Pas tant de contraintes finalement? Il y a des contraintes, mais on ne les interroge pas directement là-dessus. Ouais, d'accord. Et bon, là, je vais un peu peut-être au-delà de l'étude, mais comment faire pour stimuler encore plus d'engagement, encore plus d'actions philanthropiques? Est-ce que vous auriez quelque chose à proposer ou ça ne repose pas sur l'étude? Alors, on peut passer à la suivante. Je ne sais pas si on peut proposer quelque chose, mais en tout cas, on voit qu'on a besoin aujourd'hui de plus en plus que la philanthropie privée s'associe aussi à l'action publique pour trouver des solutions à tous les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux auxquels fait face la société. Donc je dirais que c'est un besoin plus que d'avoir des solutions pour le faire. Bon, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Anne Cornillo, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes la responsable de l'Observatoire de la philanthropie à la Fondation de France. Merci beaucoup, Sybille, pour cet échange. Merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve évidemment jeudi prochain, bien sûr, dans Smart Patrimoine. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine.